Merci de nous retrouver après ce documentaire de Jean-Michel Rodrigo et avec mes invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir David de Souza. Vous êtes réalisateur d'un web-doc qui s'intitule « De terre et d'eau mêlées », documentaire dont vous allez nous parler. Également sur ce plateau, Jean Paris, vous êtes un ancien instituteur et vous avez enseigné sur l'île verte, l'une des îles de cet estuaire. Olivier Souillet, vous êtes aussi le co-réalisateur de ce film de terre et d'eau mêlées. Et enfin, William Martin, vous êtes un ancien pêcheur professionnel sur l'estuaire. Vous avez pêché toute votre vie, en quelque sorte, nous parler de votre travail. Merci à tous les quatre d'être sur ce plateau. Alors évidemment, cet estuaire, c'est un estuaire majestueux. On dit que c'est le plus grand estuaire d'Europe. Au fond, on n'a pas pour l'instant l'explication véritable du nom estuaire de la Gironde. On ne sait pas pourquoi on l'appelle la Gironde. Est-ce que quelqu'un peut me la donner, cette explication? David, on est sûr du... La théorie la plus probable, mais qui finalement n'a pas été vérifiée, c'est effectivement par rapport au mouvement des eaux, sans doute à la naissance donc, de l'estuaire, à la confluence entre la Garonne et la Dordogne, où effectivement un phénomène de giration des eaux aurait donné ce nom de Gironde au cours d'eau. D'accord. Mais c'est à vérifier, il y a peut-être d'autres hypothèses. C'est ça, il y a d'autres hypothèses. Jean Paris, alors vous, c'est un estuaire que vous connaissez parfaitement, puisque vous avez enseigné sur l'île. Alors, on va d'abord, avant de parler de ces îles, parce qu'il y a beaucoup à dire sur ces îles, mais sur l'eau en tant que telle, puisque c'est une eau particulière, l'eau de l'estuaire de la Gironde. Oui, c'est une eau qui peut paraître, au premier abord, polluée, parce qu'elle est marron. Elle est marron, elle n'attire pas. Elle n'est pas accueillante. Or, en fait, elle est très belle. Mais dedans, il y a en suspension tout ce que la Garonne et ses affluents, tout ce que la Dordogne apporte, ce qu'on appelle le bouchon vaseux, qui circule au gré des marées, qui monte et qui descend, et qui va, au fil des temps, constituer les îles. Parce que les îles, c'est créé par rapport aux apports de la Garonne et de la Dordogne. Oui, c'est ça, parce qu'il faut bien préciser que c'est le fleuve qui fait et défait les îles au gré des marées. Alors justement, William, vous l'avez évidemment parcouru, cet estuaire en tant que pêcheur. La couleur, ça ne vous gênait pas? Non, pas du tout. Pour moi, c'était une belle couleur, mais ça ne me dérangeait pas du tout. C'est une belle eau, c'est vrai ce qu'il dit, c'est une eau qui est, elle a un aspect bien sûr un petit peu particulier, mais on sait que c'est une eau qui est très saine, qui est très propre. C'est sa couleur, tout simplement. Ouais. Alors Olivier Souillet, vous avez avec David réalisé un documentaire webdoc. Je précisais qu'on peut le voir sur webdoc sur votre site www.webdoc.nousautres.fr. Ce documentaire, c'était un documentaire pour témoigner de cette vie sur l'estuaire. Oui, tout à fait. Donc au départ, on avait l'idée de faire un travail sur le témoignage donc, des anciens habitants des îles. Et après, on a fait un travail plus approfondi qui est aussi regroupé donc, non seulement les îles d'hier, mais aussi les îles d'aujourd'hui, avec toutes les activités qui s'y font aujourd'hui. D'accord, donc vous avez procédé comme vous êtes allé sur place, vous avez tourné les images, vous avez rencontré des gens qui ont connu les îles comme Jean Paris. Tout à fait. Donc, d'ailleurs, Jean Paris fait partie des témoins qu'on a pu rencontrer. Mais qu'est-ce qui a fondé ce travail? Vous l'avez fait pourquoi au départ? Qu'est-ce que c'était l'idée, la matrice? Je pense qu'au départ, c'est l'amour de l'espace où on habite, quoi. Parce qu'on habite tous les deux ici, sur les bords de la Dordogne, ou de la Gironde. Enfin, moi, Dordogne et lui un petit peu plus haut. Et voilà, donc c'est de voir un petit peu toutes ces terres qu'on ne maîtrisait pas tout d'un coup. Et donc David était en batelier, il nous expliquera ça tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a plein d'histoires autour de et puis on a peut-être un petit peu peur de perdre cette mémoire. Alors justement, on a la chance de l'avoir un peu sur ce plateau avec vous deux. Alors William, vous étiez pêcheur. Il n'y en a plus beaucoup de pêcheurs sur l'estuaire. Non, écoutez, je vais vous donner 3 chiffres. Au début du 19e siècle, il y avait 600 familles qui vivaient de la pêche. Ouais. En 82, on a monté un comité local Bordeaux, on a fait des recherches, on était 283 pêcheurs. Actuellement, ils sont 22. Alors, ça veut tout dire, il n'y a vraiment plus beaucoup de pêcheurs. Plus de pêcheurs parce qu'il n'y a plus de poissons? Il n'y a plus de poissons. Notre Gironde, elle est belle. On a une belle Gironde. Mais ce qui est au fond, qu'on ne voit pas, est en train de disparaître. Notre Gironde, elle meurt. Nos migrateurs sont en train de disparaître. Alors on va évidemment parler des poissons que vous avez pêchés vous, tout au long de votre carrière, mais avant cela, Jean Paris, vous étiez instituteur sur l'île verte. C'est une île qui a une histoire
avant d'être une île colonisée avec de l'habitat. Alors là, si on remonte loin, il faut remonter à la fin du XVIIIe siècle pour avoir des traces historiques d'habitat sur des îles. Apparemment, d'après les recherches, c'est à l'île Cazaux qui est la première habitée. Après, Patiras va être habitée très tôt parce que c'est une île qui va servir de quarantaine. Les bateaux qui arrivent de l'extérieur on peut suspecter de porter sont la suspectés et pour des raisons sanitaires, on débarque les marchandises à Patiras en quarantaine. Ça, c'est la plus ancienne des îles Apparemment, c'est la plus ancienne. La vieille métairie de Saint-Paul, qui était juste à côté du phare actuel, date de 1790-1795. D'accord. À peu près. Puis après, toutes les îles vont apparaître, à peu près toutes à la même époque, fin 19e, fin 18e, début 19e. La dernière étant l'île Nouvelle, d'où son nom. Ouais. Mais 1820. L'île Nouvelle dont on parlera puisqu'elle a été acquise par le conservateur du littoral pour la redonner à son état naturel. Et c'est la seule accessible actuellement pour les visiteurs et le tourisme. D'accord. Et c'est regrettable ou Non, mais c'est pas regrettable qu'on ait conservé cette île et qu'on ait conservé le village, parce qu'on peut au moins s'apercevoir de où vivaient les Iloutes et comment ils vivent et avoir une idée de ce que pouvait être cette, j'ouvre des guillemets, civilisation Iloute, et je ferme les guillemets. Et l'île Nouvelle, c'est pas celle qui est issue de deux îles, Sampin? Non. C'est pas celle-là. Non. Alors, si vous voulez, d'accord. Non, mais parce que je vous donnerai précisément le nom des îles. Ah oui. Parce qu'il y a l'île Sampin. Alors, Sampin, c'est nouvelle. Elle s'appelle Sampin parce que pendant l'hiver 1836, il y a eu très grand froid et l'île n'a pas pu être ravitaillée pendant un certain temps, d'où son surnom, île Sampin. Donc c'est pas la même, hein, on est bien d'accord. Ah non, Nouvelle et Sampin, c'est la même. C'est la même? Oui. Ah bon, c'est bien ce que je dis, d'accord. C'est donc Sampin et l'île Bouchot, c'est un conglomérat des deux, c'est ça? Ces deux îles se sont soudées. Hein, c'est ça. Et c'est intéressant parce que c'est toujours difficile de nommer. On s'aperçoit que les choses bougent, le nom des îles également, etc. Alors, certains considèrent que Nouvelle, c'est la réunion de Sampin et de Bouchot. D'autres disent que Nouvelle et Sampin, c'est la même île. Et finalement, il y a une forme d'incertitude. Les choses glissent un petit peu avec le temps. Laissons-les glisser. En tout cas, c'est plus vrai du temps où elles étaient habitées parce qu'il y avait des propriétaires et chaque propriétaire était propriétaire d'une île. Donc on savait qui était propriétaire de Bouchot, qui était propriétaire de Sampin. Bon. Alors, il y a aussi des bancs de sable qui ne deviennent pas des îles, hein, qui fluctuent. Il y en a qui disparaissent aussi. Hein. Donc, c'est aussi ce paysage mouvant que vous avez essayé de retrouver. Il y a des îles qu'on a perdues de vue, qui sont sous les eaux. Alors, Jean établissait un petit peu un historique là, des îles qui sont encore aujourd'hui visibles, mais on suppose que depuis que l'estuaire coule là où il coule, eh bien, à cet endroit donc, de migration du bouchon vaseux, il y a probablement toujours eu des îles. Et on parle aujourd'hui, je pense à Didier Coquillas, qui parle de paléo-îles, qui sont des îles qui se sont rattachées au continent, soit sur la rive droite, soit sur la rive gauche. On sait par exemple que la centrale nucléaire est bâtie sur une paléo-île. Voilà. La force des courants, bien évidemment, l'érosion fait que les îles disparaissent comme elles sont venues. On a un exemple avec le banc de Plassac. On voyait ce banc fort quand même, hein, avec je crois plus de 2 km de long. Et puis la partie haute avait commencé à se végétaliser. Alors on était sûr d'avoir là une île promise, voilà, qu'on voyait nous advenir. Et puis, alors il faut dire aussi quand même qu'on a le port de Bordeaux drague beaucoup, donc modifie des courants. Et on a vu finalement par le nord le banc de Plassac se raboter un peu. Et aujourd'hui, on n'est plus du tout certain que cette île nous advienne. Ce banc de sable devienne une île. Alors justement, William Martin. Mais il y a quand même, il y a une île qui a disparu pratiquement devant nos yeux, au large de... en Dordogne, à côté un peu en amont de Bourg, l'île de Croûte, c'est ça, hein, qui en 3 ou 4 marées a disparu en 2005, je crois, par là, à peu près. C'est extraordinaire, bouffé par la marée. Justement, William, quand on voit ces fonds marins qui fluctuent avec des bancs de sable, j'imagine que c'est compliqué de naviguer sur l'estuaire. Non. Ou pas? Non.
Quand on n'a Non, pas écoutez, de sondeur, oui, etc. non, Enfin, actuellement, pas trop, parce qu'avant, il y avait beaucoup de bancs de sable. Hein. Il y avait les bancs de sable, parce que la petite île qui est en face de Pauillac a disparu complètement, elle, par contre. Hein. On n'a plus que le phare au milieu de l'estuaire. Trompe-loup. Trompe-loup a disparu. Hein. Et on avait effectivement des bancs de sable hein, qui descendaient depuis les bouts des îles, qui allaient pratiquement jusqu'à Vitrozet. Alors à l'Aubaz, on ne pouvait pas passer, hein, donc il fallait contourner, mais c'était pas dangereux. Si un plaisancier se mettait sur un banc de sable, il attendait que l'eau remonte. Hein. C'était pas grave, hein, c'était pas dangereux du tout. Hein. Mais maintenant, tous ces bancs, ils ont disparu. Il n'y en a plus, hein, du tout. C'est tout plat. d'accord, ça c'est au gré des marées. Au gré Vous des voulez marées. rajouter quelque chose, Olivier? Après, non, c'est-à-dire que on en avait parlé avec Éric Vessy, qui fait partie de nos intervenants. Je veux dire, il faut savoir ce que c'est qu'une île. Enfin, je veux dire, d'abord, entre le terme île et un banc, il y a le banc, il y a le vasard, et une île, elle devient une île, enfin, pour certains, à partir du moment où il y a une digue qui est autour. Parce que c'est vrai que chez nous, ça peut être très vite inondé, et si l'homme n'intervient pas, tout peut être rasé dessus. On voit la preuve sur le banc de Plassac. Enfin, c'est valable apparemment plus davantage sur notre estuaire, par exemple, parce que sur d'autres endroits, on disait qu'à partir du moment où il y a des arbres dessus, là on considère que c'est une île. Et nous on dit à partir du moment où il y a une digue autour, on considère que c'est une île. C'est bien ça, David? Ouais, ce qui suppose une activité humaine, en fait. D'accord, c'est ça. Alors justement, Ça dépend de quelle activité humaine. Parce que tu as le vasard de Beillechevel, qui est entre Patiras et le Médoc, très allongé. Et la seule activité humaine, c'est la chasse à la tonde. Tout à fait. Alors, on dit pourtant vasard, on n'est pas l'île de Beillechevel, on dit vasard de Beillechevel. Il n'y a pas de digue. Ah, il n'y a pas de digue. Non. alors justement, Jean Paris, vous avez été, vous, instituteur sur l'île verte, c'est ça? Oui, verte, oui. L'école s'est arrêtée quand? En quelle année? Alors, la dernière école, c'est à l'île verte, 78. Ça n'a pas duré longtemps, les écoles. La première, c'est à l'île du Nord, 1929. Donc, la vie des écoles publiques sur les îles, sur les 6 îles habitées, 29-78, c'est très très peu. Et pourtant, les îles sont habitées depuis le milieu du 19e siècle. D'accord, mais sur chacune des îles, il y avait une école ou pas? Oui, les 6 îles ont eu chacune une école. Donc chacune avait son instituteur. Oui, l'île Cazaux, l'île du Nord. Même à l'île du Nord, il y a eu 2 écoles alternativement, l'île verte, Nouvelle, Bouchot et Patiras. Donc c'était une école qui était réservée aux élèves, aux enfants qui habitaient sur l'île, ou il y avait des traversées entre l'île et les... Non, du tout. La particularité de ces écoles, c'est pour ça qu'elles ont été un petit peu difficiles à établir, c'est que les îles sont des propriétés privées. Et l'administration s'est trouvée en situation d'implanter une école publique sur une propriété privée. Donc il a fallu avoir un certain nombre de négociations pour accepter qu'une école publique soit installée dans une propriété privée. Ça a été surtout difficile à Patiras, parce que les propriétaires de l'époque étaient plutôt favorables à une école libre. Et voilà. Alors, William, vous avez pêché, vous, à l'époque où il y avait du poisson. Il n'y en a plus beaucoup, vous nous dites, mais il y a eu du poisson. Ah, il y avait... Qu'est-ce qu'il y avait comme poisson Alors, en abondance? dans l'histoire de la Gironde, il y a 3 sortes de poissons. On a les migrateurs en premier, c'est la population la plus importante, qui était la plus importante. Ensuite, on a les poissons d'estuaire, qui ne bougent pas de l'estuaire, c'est-à-dire le carlet, enfin le flé, le vrai nom c'est le flé, la crevette blanche, les perlans, qui eux ont totalement disparu. Et ensuite, la 3e partie, ce sont les poissons de mer, qui remontaient l'estuaire jusque chez moi, jusqu'au Calonge. D'accord. Voilà, mais la population... Le poisson de mer, c'est-à-dire préciser, c'est du maigre, Alors, le poisson de mer, c'était, voilà, le maigre, le petit maigre, le bar, le mulet de mer. C'était les principaux poissons qui rentraient. Après, on avait toujours un poisson qui pouvait s'écarter. Moi, j'ai pêché un esperdon, par exemple. Enfin, on ne va pas parler des poissons d'exception. Et puis, il y avait le fameux créa. Et alors, oui, bien sûr, j'oubliais. C'était le principal, c'était notre poisson roi, ça. Ça, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Moi, j'ai commencé en 60 à le pêcher. Et puis, j'ai arrêté en 82 quand on l'a fermé. Mais ça, c'était vraiment notre poisson. C'était le poisson d'estuaire, nos esturgeons, le caviar. Et puis, c'était un beau poisson. Voilà. Maintenant, malheureusement, depuis 82, ça fait bientôt 40 ans, ça ne revient pas.
Ça revient pas. Alors justement, David, quand vous avez fait ce travail avec Olivier, j'imagine que vous êtes intéressé à ces espèces, et notamment le caviar, parce que c'est un peu ce qui était un peu l'emblème de l'estuaire de la Gironde, le caviar de la Gironde. Et vous avez retrouvé des documents qui attestent un peu de cette pêche? Alors, notre travail, nous, c'est vraiment concentré sur les îles. Il n'y avait pas de pêche professionnelle sur les îles. La pêche était abondante, comme Jean le soulignait, mais donc il n'y a pas d'histoire de caviar sur les îles. Ah non, d'accord. Vous, c'est juste sur les absolument. Les gens. Il y a une histoire de caviar sur l'estuaire, une belle histoire. Marmisson étant le village emblématique, mais il y avait des fabriques de caviar partout. Oui, et vous pêchiez tous. Oui, à Blaye, au port des Calanges aussi, c'était ma mère qui avait la préparation, parce qu'on travaillait pour des maisons. Hein. Nous, pour la maison pour qui on travaillait, s'il y avait un pêcheur qui pêchait un estuaire, sur l'estuaire là en face, il portait à ma mère, et c'est elle qui le préparait et qui l'envoyait à la maison. On travaillait pour la maison Sutra. D'accord. Voilà, c'était comme ça qu'il se passait sur tout le long de l'estuaire. Hein. Ouais. Alors Olivier, vous avez filmé beaucoup cet estuaire puisque vous étiez chargé de faire les images. Je crois que c'est un peu ça dans la répartition du travail. Oui, tout à fait. Moi j'ai fait donc, tout le tournage et on a fait le montage ensemble avec David puisqu'on est co-réalisateur D'accord. Mais alors vous partiez, qu'est-ce que c'était la trame? Vous alliez filmer les belles images parce qu'il y avait un beau coucher de soleil, parce que... en fait, on a pris le temps aussi parce qu'il nous fallait du temps, non seulement déjà pour interviewer tout le monde, pour que voilà, à chaque fois on a interviewé donc les gens 2 fois. Alors vous interviewez des gens qui ont habité sur les îles, des gens qui pouvaient vous parler de l'histoire des îles, des gens il n'y en a plus beaucoup finalement. C'est le cœur de notre travail, c'est-à-dire c'est la mémoire de ces anciens habitants et travailleurs. Il y a eu des enfants aussi, puisque Jean était instituteur, donc il y avait des écoles, il y avait des enfants. Donc ça, c'est le cœur du travail. Mais ensuite, effectivement, et je te redonne la parole, mais on a souhaité contextualiser, c'est-à-dire la mémoire, effectivement, de ces îles. Mais ces îles sont à vol d'oiseau à 40 km de Bordeaux. Il y a moins de la moitié de la population bordelaise qui ignore tout ce territoire. Oui, bon. Et alors, il y a une explication. Donc il était important, pour finir, d'expliquer pourquoi ici un archipel, sa formation, donc Éric Vessy, hydrogéographe, qui nous explique effectivement comment les îles se forment, un historien, Didier Coquillas, qui nous explique comment l'homme en fait s'est saisi de ces terres, comment il les a valorisées. Jean intervient pour nous parler un petit peu plus de cette période d'un siècle, globalement autour de la viticulture, qui est liée à la période de phylloxéra. Voilà. Donc on a cherché à contextualiser cette histoire avant de permettre à ces femmes, ces hommes, de livrer leur mémoire, et pour ça on est allé les voir chez eux. Voilà, donc on a fait un échantillon représentatif, donc autant de femmes pour que d'hommes, donc de tout milieu. En fait, on a eu des fils et filles de patrons, des ouvriers, des enfants d'ouvriers. Voilà. Oui, parce qu'il y avait une activité de la vigne, il y avait du maïs. Qu'est-ce qu'on allait faire sur ces îles? Oui, tout à fait. Au départ, s'il y a eu du monde sur ces îles, s'il y a eu près de 600 personnes au début du XXe siècle, c'est parce qu'effectivement, il y avait ces propriétés viticoles qui demandaient beaucoup de main-d'œuvre. Et avant, il n'y avait pas de tracteur, donc tout se faisait avec les bœufs et tout ça. Donc c'est une main-d'œuvre qui traversait la Gironde. Non, justement. Non. 600 personnes, 600 habitants permanents sur les 6 grandes villes. Sur les 6 grandes îles, pardon. Ouais. Il faut préciser donc que cette histoire, nous parlions tout à l'heure des huîtres du Médoc dues à un accident, au naufrage d'un bateau portugais, qui donne la portugaise, un gisement de portugaise. Eh bien, l'histoire des îles, ce siècle d'activité humaine autour de la viticulture, c'est dû à un accident, l'arrivée du phylloxéra en Europe. Voilà. Le phylloxéra fait la fortune des propriétaires des îles. Parce que pour combattre le phylloxéra, il faut inonder les racines de la vigne pendant l'hiver pour tuer les larves. C'est très facile dans les îles. On ouvre les vannes, on inonde les champs, et puis après on les ouvre à marée descendante et elles se vident. Et avantage, c'est qu'on amène du limon, donc on fertilise les terres. Et les vignobles des îles vont être florissants à partir de la fin du 19e et au début du 20e. Quoi. Il y a encore de l'activité viticole sur ces îles. Alors, il y a de la vigne sud Patiras.
C'est ça. Donc, Sur Patiras, c'est aussi sur l'île Margot. Donc, Ah, ça, l'île Margot, oui, la petite île Margot. c'est ça. Qu'est-ce qu'on y cultive autrement? C'est des territoires un peu en jachère aujourd'hui? Ah, maintenant, oui. il y a du maïs encore. On peut trouver notamment sur Patiras. Ah oui, il n'y a que Patiras qui est cultivé, oui. Autrement, les autres sont laissés à l'abandon, au retour à la nature. C'est le Conservatoire du littoral qui a pris cette décision-là en achetant des terres. Sur l'île verte, il y avait des projets qui... Oui, mais ça... Pas trop en parler, mais... Des projets de quel ordre? Il y a eu Maraîchage. du maraîchage. Bon, enfin, quand après, il y a une entrée d'eau qui est rentrée par là, donc toutes les serres sont... C'est-à-dire que vous voyez les îles, serres qui sont dans l'eau, quoi. les îles sont des polders. Ouais. C'est-à-dire que l'île ne vit que si on entretient les digues. Et c'était un travail très important de la part des habitants de maintenir les îles, les digues en état. Ouais. À partir du moment où il n'y a plus de digues, où elles sont plus, naturellement, la marée fait sape et l'eau rentre. Et puis Ce qui est le cas à l'île Nouvelle ou le Conservateur du littoral. Alors c'est une volonté là affichée. C'est un vrai projet. Ouais. C'est un vrai programme. C'est une expérimentation, en fait. Alors, pour reprendre un petit peu l'époque du phylloxéra et des domaines insulaires, des domaines viticoles, toutes les îles sont très homogènes en termes d'activité, bien sûr, de population, etc. Aujourd'hui, eh bien, elles prennent des chemins un peu différents. Les îles cherchent leur propre histoire. On parlait tout à l'heure de l'ouverture au public. C'est pas juste un retour à la vérité de ces îles, c'est-à-dire que ce qu'elles étaient avant qu'on en fasse des territoires cultivés. Sur Nouvelle, ce sera le cas. C'est ça, hein. C'est une renaturation du site. Mais je voulais quand même dire un petit mot. Non, mais est-ce qu'il faut, vous le regrettez ou vous trouvez que c'est plutôt... Absolument pas. Du tout. Il ne faut pas le regretter. C'est ainsi que je veux dire que les îles, c'est un monde vivant. Et ce monde vivant, il évolue. Alors, je trouve ça très bien qu'aujourd'hui, l'île Nouvelle soit un lieu public. Oui. Vraiment. Et un bien commun. Il y a effectivement des projets qui sont expérimentés là-bas. On réfléchit à la montée des eaux, on réfléchit à la réouverture de zones humides, zones tampons, effectivement. Voilà. On se rend compte que, parce que lorsque la brèche s'est ouverte au nord de Bouchot, localement, tout le monde a dit l'île va refoutre le camp à l'eau. Bon, on se rend compte aujourd'hui que ce n'est pas du tout le cas. Au contraire, elle gagne en altitude, puisque c'est un piège à sédiments. Les sédiments se redistribuent, mais surtout, on a gagné une biodiversité. Je le disais tout à l'heure à Coco hors émission, mais on a retrouvé une diversité de la ressource halieutique. C'est une vraie nurserie pour les poissons. Donc, il y a vraiment là tout un suivi scientifique. C'est un vrai projet, c'est accompagné. On a parlé de dégâts sur d'autres digues sur l'île verte, etc., où là, c'est plutôt subi. Comme Jean le disait, ça réclame des moyens très importants. L'endiguement de ces terres, c'était un contexte historique économique sous le phylloxéra. Il fallait produire du vin. C'est tout le négoce bordelais. Oui, puis elles étaient habitées, donc il fallait les préserver, ces territoires. Absolument. Aujourd'hui, nous sommes sur d'autres logiques. Oui, c'est ça. Donc elles sont il n'y a plus cette obligation de préserver un territoire qui est habité. Justement, Jean Paris, vous y avez vécu. Vous avez passé. Comment c'était la vie sur les îles? Moi, je vais vous parler de l'île verte, puisque l'île verte, c'est un village. C'est vraiment, il y avait de quoi habiter au moins pour 130 personnes. C'est-à-dire, il y avait une maison de régisseur, il y avait des très beaux chais, il y avait la maison du maître de chais, et puis il y avait une école. Il y avait combien d'élèves à l'école? Alors, c'est étonnant parce qu'il y avait 60 habitants quand j'y étais, et il y avait 20 élèves. Ah oui. Énorme. Et oui, la proportion d'enfants par rapport, c'est étonnant. Et je ne compte pas ceux qui étaient en bas âge et qui venaient pas encore à l'école. Voilà, donc c'était une population active, mais de familles nombreuses. Ouais. Et donc, vous étiez en autarcie ou comment vous étiez livré totalement en autarcie. Moi, j'arrivais à l'école le lundi matin et je repartais le vendredi soir. Je faisais la semaine continue, il n'y avait pas de jeudi. D'accord, donc vous restez... Et ça, on économisait le régisseur qui comptait ses sous, ça lui évitait d'un passage. J'avais que 2 passages par semaine au lieu de... Voilà. Ouais, vous dormiez sur place, quoi. J'avais un petit logement. Pour moi. Et au niveau des ravitaillements, ça se faisait comment? Moi, je prenais pension sur le régisseur. Alors. Non, mais d'accord, mais pour les gens qui habitaient sur l'île... Il y avait le marin,
parce qu'il y avait le marin. Un bateau qui le ravitaillait. marin faisait les commissions une fois par semaine. Et l'autre fois, le samedi, il emmenait les femmes au marché à Blaye. D'accord. William, pour revenir à votre activité de pêcheur, on a aussi parlé de la pibale. Il n'y en a plus beaucoup de pibale. Non, Vous pêchiez, non, vous, la non. pibale. C'est fini, tout ça? Non, au contraire. Là, c'est bien la question que vous me posez. Parce que, vous voyez, on parle de choses négatives dans mon domaine. Hein. Dans les poissons, on va parler que du négatif, parce que tout disparaît. Mais la pibale, c'est l'inverse. Il y en a plus maintenant. Maintenant, je vais vous dire, cette année, je compare l'année dans les années 80. La saison 2010-2011, on a vu revenir la pibale. Elle est interdite, hein, la pibale. Non, elle n'est pas interdite. Hein. On a des quotas. Des quotas. Alors, c'est pas des gros quotas. On a un quota pour la consommation de 56 kilos et un quota pour rejeter dans la nature 200 kilos. Dans la nature, c'est-à-dire on pêche pour rejeter dans les fleuves, les canaux, dans toute l'Europe et dans la France. Mais cette année, je la compare dans les années 80. J'ai vu autant de pibales que dans les années 80. Donc vous la pêchez toujours Moi, je la pêche non, pas. avec mais vos enfants. avec mes enfants, sont pêcheurs, oui, d'accord. oui. Parce que vos 2 enfants Ils font continuent la pêche tous les l'activité. deux. Hein. Alors moi, bien sûr, hein, c'est ma vie. Hein. Je suis là avec eux tout le temps. Hein. La nuit comme le jour, je suis pas très loin. Ouais. Mais ça fait plaisir, parce qu'on parle que de négatif. Hein. C'est vrai. Pour une fois qu'on a quelque chose de positif, il faut le dire. Il faut le dire, c'est bien. C'est bien. Alors évidemment, l'anguille, c'est pareil. Hein. On voit revenir bien les anguilles aussi. Hein. Donc il ne faut pas être si pessimiste que vous le disiez en début d'émission. Non, parce que voyez-vous, le poisson peut revenir. Non, pas du tout, parce que cette conversation, je l'aurais eue il y a 10 ans, je vous aurais dit, bon, il n'y a plus d'anguilles, c'est fini, les pibales, c'est terminé. Moi, quand j'ai arrêté, je revenais pas avec 1 kilo Oui, de mais pibales. quelle est l'explication? Comment vous expliquez que Eh bien, ces ressources... justement, il n'y a pas d'explication, parce que je me suis posé la question aux scientifiques, ils n'ont pas d'explication. Ah. Comment ça se fait qu'il y a autant de bébés, étant donné qu'il n'y avait plus de maman? Il n'y a plus de mère. Ben, pourtant, il y a des mamans qui ont dû pondre pour avoir autant de pibales que ça. Alors, on ne sait pas. Scientifiquement, le CMRL, j'ai posé ces questions-là aussi, mais on ne sait pas. Ah, c'est On le ne sait pas d'où elles ministère sortent, d'Anguille, ni comment c'est arrivé comme Oui, ça. toutes des sargasses. Elles pondent dans les sargasses. Moi, j'avais soulevé une hypothèse, c'est que je vais dire justement aux scientifiques, j'ai dit, écoutez, bon, à tous les coups, le climat change, ces pibales dans les sargasses, comme les sargasses, la côte américaine et européenne, elles vont toutes pondre là. Ouais, c'est le Je dis, pour mystère moi, de elles la ont mer dû des se Sargasses, tromper. oui, c'est ça. Et puis, on a les pibales qui viennent d'Amérique. Quoi. Par le Gulf Stream, c'est ça. Ils m'ont dit non, oui, elles me remontent au Gulf Stream. Ils m'ont dit non, parce qu'ils y ont pensé aussi. Ils ont regardé. Et la pibale européenne et américaine, elles ont une vertèbre de moins. Alors ils ont dit non, c'est bien les notes. C'est bien les Il notes. faut une loupe pour regarder s'il y a une vertèbre sur une Oui, pibale. hein. Il faut Mais une eux, grosse loupe, hein, ils ont parce que- pensé, ils ont regardé à ça. Alors, il y a aussi des légendes hein, autour de ce fleuve. Ah oui, je sais pas, enfin, puisque vous avez travaillé. Moi, je me souviens, j'étais gamin, on me disait qu'il y avait des souterrains qui passaient sous l'estuaire depuis la citadelle de Blaye pour alimenter le fort Pâté, etc. Hein, tout ça, c'est des légendes urbaines. On l'a cherché, on n'a pas trouvé le souterrain. Oui, ce sont des légendes, bien sûr. Il y a toujours, quand il y a un fort, il y a toujours on suppose qu'il y a un souterrain qui permettrait de fuir un siège. Les Anglais ont assiégé la ville de Blaye en se planquant derrière, je crois, Sampin qui était en train d'advenir là. Donc, non, tout ça... ce sont Donc ça, c'est effectivement- Il y a faux. beaucoup de C'est le fantasmes pirate, c'est là-dedans. aussi le pirate de Patiras. On dit que Patira était le repère d'un pirate de l'estuaire. C'est une légende, ça. Ouais. Alors, il y a le fort Pâté, puisque ça, il y a fort Pâté, fort Cussac, il y a la Mais maison, ça, c'est c'est le ce qu'on verrou, appelle c'est le le verrou de hein, l'estuaire, ça, c'est Vauban. Le verrou de l'estuaire, le Vauban. Le fort Pâté, par exemple, c'est un fort qu'on a réhabilité. Qu'est-ce qui s'occupe de l'entretien de ce fort? Alors, c'est encore une propriété privée. Et donc, nous, on a rencontré le propriétaire actuel, on était très bien reçu, Jacques Bunel, qui, effectivement, en assure l'entretien. C'est son père qui a acheté cette île parce que Jacques souhaitait s'installer, donc, en tant qu'agriculteur, il voulait faire une sorte de mante. Puis bon, pour tout un tas de raisons, l'expérience n'a pas abouti, mais enfin, c'est quand même une île qu'il a dans son cœur. Alors, je crois savoir qu'il y a une préemption peut-être du département de la Gironde et qui supposerait que peut-être un jour, Fort Pâté pourra être à son tour un espace public et
pouvoir être visité, pourquoi pas, par le public. C'est un très bel endroit. C'est un endroit très très surprenant, qui est vraiment très très bien conservé. Et l'île Patay est très belle. Alors justement, dans votre travail, qu'est-ce qui vous a surpris? Vous avez rencontré des gens. Qu'est-ce que vous avez retenu d'étonnant dans tout le travail que vous avez fait? D'abord, la rencontre avec tous ces anciens Iloutes, d'abord. Parce que c'est vrai qu'au départ, quand vous allez les voir, ils disent « Oh là là, dans 10 minutes, j'ai plus rien à vous dire. Enfin, j'ai rien à vous dire. » Mais en fait, au bout de 2 heures, ils sont... « Ah bon, c'est déjà fini ?» Bon, donc, on a essayé d'ouvrir un petit peu les tiroirs. Ils étaient un petit peu verrouillés, un petit peu coincés. Mais finalement, après, quand ça commence à parler, donc c'est passionnant. Les gens ont énormément de choses à dire. Donc voilà, c'est ça, c'est... des choses qui allaient tomber dans l'oubli, finalement, quelque part. Derrière, nous, on a permis un petit peu, justement, que cette mémoire, elle se réactive et permettre à toutes ces personnes de raconter cette histoire. Nous, on compare ça un petit peu à un puzzle. Vous avez tourné beaucoup d'heures comment vous avez de rush? On a 90 heures de rush. D'accord, pour un Alors, rien document que pour les Iloutes. Donc, c'est-à-dire que 4 sur heures... les témoignages. Voilà, pratiquement entre 3 heures et 4 heures par Iloute. Donc si on a interviewé à peu près, on n'a pas retenu tout le monde, mais on a à peu près 27 personnes qu'on a interviewées. On a gardé à peu près une vingtaine, ça nous fait à peu près 90. Donc au final, pour un travail qui dure combien, pour un résultat qui dure combien, ce web doc, c'est des sur séries? les Iloutes, par exemple, on a fait notre travail, on a voulu décortiquer, et en fait, pour le montage, ça a été assez coton, mais bon, on s'est attelé à faire des thèmes. Donc à parler par exemple du thème de l'école, par exemple, du thème du travail, du sentiment ilien, du rapport avec les îles. Donc là on a fait 10 films différents comme ça, qui ont une durée entre 20 minutes et 45 minutes. Voilà. D'accord. Et donc ces films aujourd'hui, ils sont donc à disposition des archives de Bordeaux, où est-ce que vous avez des conventions effectivement avec le département et les archives départementales pour que cette mémoire, ça c'est l'aspect un petit peu conservation patrimoniale, patrimoine immatériel, mais patrimoine. Donc les entretiens ont été livrés, donc enregistrés, filmés et retranscrits. Donc l'idée était effectivement donc d'abord de conserver cette mémoire et surtout de la rendre disponible pour des chercheurs, futurs chercheurs, historiens, anthropologues. Donc là, c'était vraiment tout à fait important. Pour revenir un peu sur l'organisation, oui, il y a donc une base scientifique. On a travaillé avec un anthropologue qui s'appelle Patrice Clarac, qui est un spécialiste de travaux de mémoire orale et de mémoire collective. En fait, on ne va pas chez les gens comme ça et puis en leur demandant de nous raconter cela. Ça se prépare, donc on a un guide d'entretien, d'où ces champs thématiques en fait très précis. C'est un inventaire en fait, donc qui interroge beaucoup de domaines, l'habitat, l'alimentation, l'école, la vie sociale, etc. Donc c'est relativement précis. Voilà. D'accord. Alors, il nous reste 5 minutes. C'est un fleuve qui peut se mettre en colère. On a eu des épisodes où le fleuve débordait, sortait de son lit. Alors, il y a eu des grandes dates où Blaye a été inondé, et puis il y a eu la tempête de 99. Vous avez vécu tout ça, j'imagine. Vous étiez en première ligne, parce qu'il y a les petits ports. Vous êtes au Calange, donc vous avez vécu ces événements climatiques. Bien sûr. Moi, j'avais 1,60 m dans la maison. Ouais. Il n'y avait plus de port, il n'y avait plus rien. Des tempêtes comme ça, bon, heureusement c'est exceptionnel, mais heureusement d'ailleurs. Mais c'est vrai que ça fait des dégâts, c'est des choses qu'on n'aimerait pas revivre une fois de plus. Quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de naufragés justement sur oui, il y en a eu à Saint-Seurin-d'Uzé, il y a eu une maman et son bébé qui sont noyés. Ouais, c'est ça. Et alors, vous me disiez en début d'émission, mais on le savait, que Georges Sand a failli périr dans les eaux de la Gironde. Oui. Bon, elle était toute petite, elle s'appelait Aurore à l'époque. Mais il y a un avocat bordelais, Ciré, qui a écrit un livre qui s'appelle « Mon fleuve impassible ». Et la Gironde n'est pas aussi impassible que ça, a priori, quand on la voit, mais faire une traversée, moi je me rappelle de traverser par gros temps, île verte, Plassac, faut se tenir aux canottes quand même. Ouais. Et encore là, c'est pas très large. Oui. Mais si vous descendez un petit peu plus loin, il y a 12 km de large. Quand il fait mauvais temps, il fait mauvais temps. Le plus large, c'est 12 km. Ça cogne, dans le plus large, ça cogne. Mais le plus impressionnant, c'est le brouillard.
Ah oui, moi je me rappelle des traversées dans le brouillard. Et puis on entend une corne. Il y a un bateau qui descend. Enfin, on ne sait pas d'ailleurs s'il monte ou s'il descend. Et puis là, on a il y a toute petite vedette le moteur au ralenti, on ne sait pas trop ce qui va se passer, on entend corner, et puis d'un seul coup on réalise que la corne est passée, on l'avait à bâbord, on l'a à tribord, donc il est passé, on le sait tout de suite, parce qu'il y a le clapot qui nous en fout 2 ou 3 bons coups, on dit ça y est, il est passé, on peut filer, mais c'est très impressionnant dans le brouillard. Pour faire un petit parallèle, les pêcheurs pêchent le maigre à l'écoute. Oui, à l'écoute. Les marins des îles traversaient la passe des grands bateaux à l'écoute aussi. À l'écoute, oui. Ouais. Ah oui. C'était pas au compas, hein. Ils avaient un compas, oui, mais enfin... Mais dans le brouillard, mais c'est vrai que même le compas, ça ne revient pas grand-chose. Hein. Bon, maintenant avec le moderne, on a des radars, c'est plus un problème maintenant. On voit comme dans une télé. Oui. Il nous reste 1h40. On peut dire aujourd'hui que c'est un peu un territoire un peu oublié, hein, cet estuaire, ces îles, territoire sauvage, un peu rendu à sa nature. C'est une bonne chose? Alors, il a sa part de sauvagerie. Je crois que c'est ce qu'on aime aussi. Ah oui. Je ne dirais pas oublié. Donc justement, on a fait un travail de mémoire pour justement que l'oubli n'absorbe pas cela. Ouais. Restituer aux gens leur histoire, enfin permettre de redire cette histoire-là avec une espèce de dignité. Donc on est assez content. C'est un territoire qui s'ouvre un peu, qui est visité. Il ne faut surtout pas que ça devienne un grand parc d'attractions, c'est sûrement pas le cas, mais c'est un territoire qui se découvre lentement et qui a de très belles ressources, je crois. Bien, eh bien, on peut évidemment, je rappelle, pour ceux qui veulent voir votre travail, vos documentaires, vos épisodes, je leur conseille d'aller sur votre site, je le redis, le www.webdoc.nousautres.fr. Et puis, je crois, Jean-Paul, vous avez écrit un livre, vous pouvez le donner, votre livre? À l'école des îles de l'Estuaire. À l'école des îles de l'Estuaire. Aux éditions du Conservatoire de l'Estuaire à Blaye. Hein, et puis, peut-être que William fera un livre sur la pêche, c'est pas encore le cas, mais peut-être un jour, en tous les cas. Merci. Faites des conférences quand même. Faites des conférences. Merci beaucoup à tous les quatre de nous avoir amené votre expertise et votre connaissance de ce très beau territoire, l'estuaire de la Gironde. Merci, restez fidèles à des Badocs. Bon après-midi.